suis ravi de... Marilyn, vous n'avez pas honte? Marilyn, en voilà une jolie surprise. Tu travailles pour qui? La CIA? La NSA? Tuckman Marsh. Quoi? Tuckman Marsh. Tuckman Marsh? Oui, Tu t'appelles Tuckman Marsh? Tuckman Marsh, Altman Rodino. Je bosse pour eux. Tu bosses pour Tuckman Marsh? Oui. Des avocats, une firme? Non, un groupe de musique, un cabinet d'avocats, évidemment. Mon Dieu, pourquoi tu me suis? Une procédure de divorce, imbécile. C'est ma femme qui t'a engagé? Non, votre femme a engagé Tuckman Marsh. Tuckman Marsh m'emploie. Je bosse pour Tuckman Marsh. Une vérité qui ne serait pas dite en mots, mais en lumière. Une vérité que nous verrions si seulement... Si seulement... Nous avions... Coupez la foi, si nous avions la foi. La foi. La foi, nom de Dieu de merde, bon Dieu de merde, c'était pas... Ils l'ont changé. T'es presque au bout. Pas grave. Bon, allez. On peut m'éponger, je suis comme un porc. Bordel de merde. Né le 6 mai 1961 à Lexington dans le Kentucky, George Clooney est le fils d'un animateur de télévision. Populaire auprès du public, son père quitte la chaîne qu'il emploie car celle-ci refuse d'augmenter son salaire. Au lycée, George se rêve devenir joueur de baseball professionnel. Problème, le public présent au stade rit de ses performances. Son cousin, Miguel Ferrer, fils de sa tante chanteuse, Rosemary Clooney, et du comédien, José Ferrer, lui suggère de venir à Los Angeles pour tenter sa chance comme comédien. En 1982, il part pour Hollywood avec seulement 300 $ en poche. Logé chez sa tante, il participe à des auditions. Cependant, Rosemary le renvoie de chez elle. Hébergé chez un ami, George réussit à se faire embaucher pour jouer dans des séries télévisées. En 1984, il incarne un second rôle dans I-R, une sitcom hospitalière. Par la suite, il intègre le cinéma en tournant dans 2 films d'horreur, Return to Horror High en 1987 et Le Retour des Tomates Tueuses en 1988. En 1994, George Clooney décroche le rôle du docteur Douglas dans la série Urgence. Des millions de téléspectateurs le regardent chaque semaine durant 5 ans. Ce succès populaire lui permet d'entamer une véritable carrière au cinéma avec Une nuit en enfer en 1996. Parmi ses nombreux rôles sur grand écran, sa collaboration avec les frères Cohen semble représenter un des points de bascule de sa carrière. Je vous propose de parcourir avec moi les 4 films réalisés par les frères Cohen avec George Clooney que sont O Brother, Intolérable cruauté, Burn After Reading et Ave César. 4 films pour comprendre le style Clooney. Générique. Lorsque les frères Cohen s'apprêtent à tourner O Brother en 2000, il s'agit déjà de leur 8e long métrage. 2 ans auparavant, la comédie The Big Lebowski connaît un échec au box-office mondial. D'un budget de 15 millions de dollars, le film avec Jeff Bridges en rapporte moins de 50 millions à travers le monde. Cela n'empêche pas les 2 cinéastes de s'intéresser une nouvelle fois au sud des États-Unis. Après 100% en 1984 et Arizona Junior en 1987, O Brother constitue le 3e volet d'une trilogie baptisée par leur créateur Hayseed Trilogy, littéralement la trilogie des Pecnos. Les frères Cohen rencontrent George Clooney sur le tournage des Rois du désert de David O. Russell. L'acteur accepte d'endosser le rôle d'Ulysse Everett McGill sans même lire le scénario. Une attitude audacieuse et un pari risqué pour celui qui s'est surtout fait connaître sur grand écran en incarnant Bruce Wayne dans Batman et Robin et le gentleman cambrioleur Jack Foley dans Hors d'atteinte.
Sa participation à O Brother donne une nouvelle trajectoire à sa carrière et lui permet de remporter le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie. Avec O Brother, les frères Coen s'inspirent de l'Odyssée d'Homère pour développer le parcours de 3 prisonniers évadés d'un bagne du Mississippi durant la Grande Dépression des années 30. Ainsi, plusieurs passages transposent le récit d'Ulysse à l'époque contemporaine. Ulysse Everett McGill, interprété par George Clooney, rencontre un cyclope prenant le visage de John Goodman et se laisse séduire par une sirène au bord d'une rivière. À l'instar du personnage créé par Homère, Ulysse doit affronter des obstacles pour reconquérir le cœur de sa femme. Il effectue le trajet du retour vers son foyer. Outre sa référence à l'Odyssée, O Brother rend hommage à l'histoire de la comédie américaine et plus particulièrement à l'univers du réalisateur américain Preston Sturges. En 1941, celui-ci tourne Les Voyages de Sullivan. Le long métrage raconte le choix d'un cinéaste de se déguiser en clochard pour comprendre le mode de vie de la classe populaire dans l'Amérique de la Grande Dépression. Les frères Coen tournent avec O Brother le film rêvé par Sullivan dans le film de Sturges. De plus, les deux frères s'imprègnent de la tradition des grandes comédies du remariage des années 30 et 40. Nous pouvons citer Indiscrétion en 1940, La Dame du Vendredi la même année, ou encore Un cœur pris au piège en 1941. O Brother s'inscrit donc dans des références aux grands classiques hollywoodiens, mais aussi à l'histoire de la musique américaine. La bande originale du long métrage mélange le bluegrass, le country, le blues et la musique folklorique typique des années 20 et 30. Le disque s'écoule à plus de 7 millions d'exemplaires et remporte 5 Grammy Awards. Le choix de confier le rôle d'Ulysse à George Clooney semble lui aussi s'inscrire dans la tradition hollywoodienne. Volontiers séducteur, le comédien sait se moquer de ses airs de Don Juan. Son interprétation s'inspire de celle de Cary Grant dans les comédies d'Howard Hawks. Comme Grant, Clooney aime les mimiques d'étonnement et d'homme ahuri par tout ce qu'il voit. Lorsqu'Ulysse se bat contre le futur mari de sa femme, l'acteur se livre à un véritable numéro burlesque. L'air constamment étonné, il lève les poings dans des angles quelque peu étranges, agite de manière saccadée sa tête et donne corps à un personnage clairement pas doué dans la confrontation physique. Ulysse est un intellectuel et non un guerrier. Il passe son temps à prendre des coups. Dès les premières minutes d'O Brother, Ulysse affiche d'emblée une telle élocution que ses deux partenaires le ramènent sur la terre ferme. Écoutant un aveugle prétendre n'avoir aucun nom, Ulysse se lance dans un monologue sur la difficulté de trouver du travail. Par la suite, il explique à ses compagnons comment les aveugles développent leurs capacités sensorielles en complément de leur handicap. Le protagoniste possède un art de la conversation arrivant à convaincre ses interlocuteurs. Il réussit à faire croire à ses partenaires qu'il a enterré un trésor qui, en réalité, n'existe pas. Face au responsable d'une station radio aveugle, Ulysse se fait passer pour le leader d'un groupe de musique afro-américain nommé les Q-Trempés. Il s'adapte à son auditoire en usant de sa capacité de persuasion. Après avoir volé un objet de valeur au cousin de Pete, il adopte le regard fixe de l'homme étonné par la colère de son partenaire de cavale et philosophe. Il est fou celui qui cherche la logique au fond de l'âme humaine. Tout au long du film, Ulysse ne cesse de déclamer sa vision intellectuelle du monde. Sur les femmes, il déclare à Delmar. Jamais croire une femme, Delmar. N'oublie jamais ce simple précepte, tu n'auras pas perdu ton temps en ma compagnie. Oui, Everett. Écrasé par un train, hein. Les femmes n'ont aucun respect pour la vérité. C'est le triomphe de la subjectivité. Tu as été avec une femme? Mais... c'est-à-dire que je dois d'abord récupérer ma ferme avant de penser à ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, au cas où... N'oublie jamais, Delmar, que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir. Sur la déprime du gangster Babyface Nelson, il disserte sur les hauts et les bas des personnes ressentant le besoin d'éprouver des sensations fortes pour se sentir bien. Ulysse ne manque pas de nous faire part de son athéisme. Au cœur de l'Amérique sudiste des années 30, imprégné par l'influence de l'Église, il affirme ne pas croire en Dieu. Tandis que ses deux coéquipiers expriment leur joie de s'être fait baptiser, Ulysse tempère leurs ardeurs. Rejoindre deux ahuris sur le chemin de la superstition, alors là, sans façon. Lorsqu'un guitariste afro-américain prétend avoir vendu son âme au diable en échange de son talent de musicien, il sourit et se dit ravi de ne pas être affilié, je cite, à Dieu. Ulysse tourne Satan en dérision en reprenant tous les clichés à son sujet. Pourtant, il se montre prêt à gagner de l'argent en vendant la parole du Christ au plus grand nombre. Cela ne l'empêche pas, à l'approche de la mort par pendaison, l'attendant, de prier tout en se repentant de ses péchés.
L'athée se métamorphose en fervent pratiquant à tel point que sa prière s'exauce. Un déluge s'abat au moment opportun et Ulysse se raccroche à un cercueil. Au bord d'une route, Pete décrit son coéquipier comme un monsieur je sais tout incapable de fermer sa gueule. Escroc tombé pour exercice illégal du métier d'avocat, Ulysse sait se glisser dans des déguisements multiples. Il se dissimule dans la tenue d'un membre du Ku Klux Klan pour sauver son ami guitariste afro-américain sur le point d'être lynché. Il chante sur scène avec une fausse barbe pour se faire passer pour un véritable membre d'un groupe folklorique sudiste. Face au micro, il chante comme un professionnel et occupe la scène en showman. Sa faculté à s'adapter à chaque situation repose aussi sur l'image qu'il souhaite donner aux autres. Il passe son temps à se recoiffer avec de la gomina. Lorsque le gérant d'une boutique lui affirme qu'il n'a pas la marque demandée, Ulysse s'emporte. Je suis pas faux, bordel de merde! Je suis Dapper Dan, moi! Vous prierez de surveiller votre langage sur un lieu public ici. Si vous voulez de la Dapper Dan sur commande, je peux en avoir dans 2 semaines. Obsédé par son image, il se réveille à de multiples reprises en sursaut en s'inquiétant de sa coiffure. Mes cheveux, ça va? Nous le voyons par la suite guider un employé avec son instrument jusqu'à la fameuse marque Dapper Dan. Ulysse s'identifie tellement à sa gomina que lorsqu'il retrouve ses filles, celles-ci le lui font remarquer. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas passé sur Maman un train! dit que tu as été écrasé par un train. En bouillie. Il restait plus rien, juste une petite flaque de gomina. Dans cette première collaboration entre George Clooney et les frères Coen, l'acteur tourne en dérision sa réputation de séducteur en exagérant ses mimiques, sa vitesse d'élocution, sa démarche de sudiste déguisé en chanteur à la fausse barbe. À travers cette relecture du personnage mythique d'Ulysse, George Clooney casse son image et intègre ainsi l'univers des frères Coen. Au printemps 2001, le studio Universal annonce le tournage d'Intolérable Cruauté. Rédigé en partie par les frères Coen en 1993, le scénario narre l'histoire d'un avocat spécialiste des divorces tombant amoureux d'une femme fatale cupide. Durant 8 ans, le script circule à Hollywood sans trouver preneur. Les frères Coen se laissent convaincre de réaliser le long métrage. Ils viennent de remporter le prix de la mise en scène au Festival de Cannes pour le film néo-noir The Barber. Fort de ce succès critique, le studio Universal triple le budget consacré à Intolérable Cruauté. Celui-ci atteint 60 millions de dollars. Le studio songe réunir une nouvelle fois Julia Roberts et Richard Gere, puis Julia Roberts et Hugh Grant au casting. Mais George Clooney se montre intéressé par le projet. Au début des années 2000, il tourne dans 2 films Spy Kids, un remake de la comédie italienne Le Pigeon, intitulé Bienvenue à Collinwood, un film catastrophe en pleine tempête. Nous pouvons noter qu'il passe pour la première fois derrière la caméra avec Confession d'un homme dangereux. La popularité de George Clooney trouve son summum à travers sa collaboration avec le réalisateur Steven Soderbergh dans Ocean's 11 et Solaris. En 2003, la sortie d'Intolérable Cruauté lui permet d'enregistrer un nouveau succès au box-office mondial avec 120 millions de dollars de recettes. Dans Intolérable Cruauté, l'avocat Miles Massey, interprété par George Clooney, possède des traits communs avec le personnage d'Ulysse dans O Brother. Tout comme le force à évader, Massey soigne son apparence physique avec une minutie presque clinique. Dès sa première apparition à l'écran, un gros plan nous présente sa parfaite dentition. Assis sur le siège d'un dentiste, l'avocat échange au téléphone en peinant à articuler. Le sourire Colgate a remplacé la gomina. Obsédé par son image, Massey continue de travailler dans n'importe quelle situation. La forme prime sur le fond. Un second plan le présente au volant de son véhicule. À travers le pare-brise se rend uniquement visible sa dentition. Il poursuit son échange au téléphone tout en tenant des propos inaudibles. Arrivé au bureau, il continue d'observer ses dents à travers un miroir et adopte des expressions faciales d'une exagération totale. D'emblée, Massey apparaît superficiel, une caricature de playboy narcissique. Il porte des costumes sur mesure et adopte la posture du séducteur auquel rien ne résiste. Sur le fond, Massey résonne en riche matérialiste des banlieues chics de Beverly Hills. Au cours d'une plaidoirie, il dit à son collègue posséder 2 Mercedes, 3 jardiniers et un employé pour lustrer son jet. Il dîne dans un restaurant de luxe en compagnie de la femme qu'il souhaite séduire. À travers le reflet d'un couvert luisant, il admire encore une fois ses dents. Dans un casino de Las Vegas, il s'offusque que des divorces soient rendus possibles sans faire appel à des avocats. En effet, son gagne-pain se voit durement touché. Sa réussite professionnelle dépend de l'argent qui rentre dans les caisses du cabinet. Massey s'appuie sur ses talents de sophiste.
Confiant en sa capacité à inventer des situations fictives, il réécrit le récit de l'une de ses clientes. Votre époux, qui vous a déjà violenté par le passé, vous frappe. Je crois que le mot est approprié. Non, Laissez-moi finir, merci. Ce n'est pas de savoir qui a frappé le premier qui m'intéresse. Votre époux qui vous bat de façon répétée... Non, il n'a une jamais... petite seconde. Et répétée, disais-je, vous a au final menacé avec votre arme. Non, mais c'est la sienne. En réalité, Massey ne cherche pas la vérité des faits. Il tente avant tout de convaincre pour remporter son procès. Son sourire s'illumine lorsqu'il se persuade d'avoir raison alors qu'il se trompe. Le personnage campé par George Clooney déclame des phrases philosophiques pour transmettre sa vision du monde. Face à un mari souhaitant se défendre et lui déclarant être pris entre le marteau et l'enclume, il répond « C'est une femme, elle ne fait jamais que son travail. » Selon Miles Massey, un contrat de mariage constitue un piège dans lequel un homme ne doit pas tomber. La faute, cher Brutus, n'en est en rien à nos étoiles, mais elle en est à nous-mêmes. Il philosophe sur le machiavélisme féminin tout en tournant en dérision de l'amour dans sa plaidoirie. De quelle taille est le mur qui emprisonne votre cœur? Dînant en tête-à-tête avec Marilyn, il se lance dans une tirade naïve. Ne sait pas ce qu'est aimer, celui qui n'a jamais aimé au premier regard. Derrière son talent oratoire se dissimulent les manœuvres d'un véritable escroc. Lorsque son client lui demande s'il peut agir pour que sa femme trompée ne touche aucune somme d'argent, il accepte de jouer le jeu. Massey donne la consigne à l'un de ses collègues de pénétrer par effraction chez Marilyn. L'avocat invente un contrat à son nom, stipulant la protection du plus riche des deux conjoints en cas de divorce. Il établit ainsi une escroquerie légale. Sûr de lui, Miles Massey se heurte à une femme au profil similaire au sien. Belle, séduisante et persuasive, Marilyn est elle aussi obsédée par l'argent. Les deux font la paire. Simplement, Marilyn exploite la faiblesse masculine de Massey pour le dépecer financièrement. Le séducteur confiant prend progressivement la posture d'un enfant immature. Lorsqu'il la rencontre pour la première fois au bureau, l'avocat grimace et crache de l'eau de son verre. Lorsque Marilyn lui annonce son intention d'épouser un riche pétrolier, il fait semblant de rire aux blagues du milliardaire, se comporte en petit garçon jaloux courant après sa dulcinée. Dans une gestuelle de coureur, il tente de se rapprocher de Marilyn dans l'ascenseur. Manque de peau, le chien de madame marque sa présence. Je serais pour le moins enchanté, honoré s'il vous... Howard! 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 Il s'appelle comme votre ex. Mon côté sentimental. Il regarde Marilyn s'éloigner vers sa chambre d'hôtel comme un amoureux transi. Au moment de son mariage avec elle, il s'empresse de répondre oui avant même que son interlocuteur termine sa phrase. Empressé, impatient, Massey se précipite pour l'embrasser sur le lit. Elle le tient. Il affirme devant une congrégation d'avocats avoir trouvé l'amour et se repentir de son cynisme. Totalement décoiffé, chemise débraillée, Massey s'emballe avec une innocence insoupçonnée. Il ne comprend pas qu'il tombe dans un piège tendu par la séductrice. George Clooney, incarnation du tombeur, interprète le rôle d'un homme berné transformé en petit garçon. Assis sur son lit de Las Vegas, sa déception prend une dimension tragicomique. À son patron, il déclare des faits. Je me sens pieds et poings liés, comme une dinde de Noël. Je m'enlise. Vous enlisez! Missionnant un tueur pour assassiner Marilyn, il se révèle incapable de contrôler ses émotions. Elle ne souffre pas, elle va pas souffrir. Intolérable cruauté s'inscrit dans la tradition hollywoodienne de la comédie du remariage. Pour se remarier, il faut bien commencer par divorcer. Une nouvelle fois, George Clooney détourne son image de séducteur pour interpréter un homme retombant en enfance. Escroc, philosophe, golden boy, sophiste, l'avocat Miles Massey manipule avant de devenir lui-même le pantin d'une croqueuse d'hommes. Plus largement, le long métrage des frères Coen pose la question suivante. Où s'arrête la manipulation et l'avarice et où commence la romance? Alors que les frères Coen remportent l'Oscar du meilleur film et celui du meilleur réalisateur pour No Country for Old Men, ils tournent déjà leur prochain long métrage. L'idée de Burn After Reading en 2008 s'appuie sur le désir des deux frères de mettre en scène leurs acteurs de prédilection dans des rôles amusants. George Clooney a entre-temps repris son rôle de Danny Ocean à 2 reprises, dans Ocean's 12 et Ocean's 13. Par ailleurs, il a réalisé 2 longs métrages, Good Night and Good Luck et Jeu de dupes. L'acteur remporte l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Syriana et se voit nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour Michael Clayton. Lorsqu'il retrouve pour la 3e fois les frères Coen, George Clooney se trouve déjà au sommet de sa carrière, l'occasion de prouver qu'il n'a pas perdu la main
en matière de comédie. Avec Burn After Reading, les frères Coen détournent le thème du complot jusqu'à l'absurde. Film choral autour d'une affaire d'espionnage international incompréhensible, l'œuvre s'inspire du roman Advise and Consent d'Alan Drury. Adapté une première fois pour le grand écran par le réalisateur Otto Preminger sous le titre de Tempête à Washington, l'ouvrage devient l'objet d'une relecture comique par les frères Coen. Les deux réalisateurs livrent leur propre interprétation de la série des Jason Bourne, mais sans les explosions. Contrairement au personnage de l'avocat Miles Massey dans Intolérable Cruauté, celui de Harry apparaît comme un second rôle complémentaire aux autres. Parmi les partenaires de jeu de George Clooney, nous retrouvons Frances McDormand dans la peau d'une adepte de la chirurgie esthétique, recherchant l'amour, John Malkovich dans celui d'un ex-agent de la CIA tentant de rédiger ses mémoires, et Brad Pitt dans celui d'un coach sportif persuadé d'avoir mis la main sur un document top secret. Tout ce petit monde fabrique son propre drame, hors de toute forme de réalité. Le personnage de Harry possède plusieurs caractéristiques pour le moins singulières. Tout d'abord, il se laisse dominer par ses peurs. Hypocondriaque, il hésite à prendre un toast au fromage de chèvre, en prétextant une possible réaction anaphylactique. Il montre sa gorge. Harry possède une peur des allergies, mais aussi des armes. Le pistolet n'est pas utile. En 20 ans de service, je n'ai encore jamais déchargé sur personne. Harry travaille comme un agent du ministère de la Sécurité intérieure. Par la suite, il prend le risque de goûter du tafu au restaurant en redoutant la réaction anaphylactique, bloquant son larynx. En plus de son hypocondrie, le personnage cultive une paranoïa omniprésente. Il affirme dans une cuisine à sa maîtresse que le mari cocu est au courant de l'adultère. En réalité, il ne possède aucune preuve. Obsédé par la course à pied, il passe son temps à se sentir épié par une voiture noire roulant à proximité de lui. Il soupçonne sans raison d'être suivi. L'air soupçonneux, il regarde partout s'il n'y a pas une anomalie. L'humour repose sur ses expressions faciales disproportionnées. Tuant par peur un inconnu dans une penderie, Harry effectue un véritable numéro burlesque. Brandissant un couteau de cuisine, il panique au point d'interroger le cadavre lui-même. J'ai tué un foutu espion. Mon Dieu de merde, mais qu'est-ce que tu foutais là, enfoiré? Il poursuit un autre inconnu en lui demandant s'il travaille pour la CIA ou la NSA. La réponse sera tout autre. Tu travailles pour qui? La CIA? La NSA? Tuckman Marsh. Quoi? Tuckman Marsh. Tuckman Marsh? Oui. Tu t'appelles Tuckman Marsh? Tuckman Marsh, Altman Rodino. Je bosse pour eux. Tu bosses pour Tuckman Marsh? Oui. Des avocats, une firme? Non, un groupe de musique, un cabinet d'avocats, évidemment. Bon Dieu, pourquoi tu me suis? Une procédure de divorce, imbécile. C'est ma femme qui t'a engagé? Non, votre femme a engagé Tuckman Marsh. Tuckman Marsh m'emploie. Je bosse pour Tuckman Marsh. Harry voit des espions partout. Qui es-tu? T'es de la CIA? De la NSA? D'Interpol? Pour qui tu travailles? Qui t'a envoyé me surveiller? Qui es-tu? C'est moi. Linda Litzky? Paranoïaque certes, mais aussi profondément peureux vis-à-vis de la jante féminine. Dans la voiture, en compagnie de son épouse, il dit trouver sympa la femme de son collègue Osborne, tout en se gardant bien de lui avouer qu'il s'agit de sa maîtresse. Au lit avec cette dernière, il se montre peu courageux pour demander le divorce. Sa maîtresse lui met clairement la pression. Il tente de tricher pour s'en sortir, tout en affirmant refuser toute tricherie. Et puis, on vieillit. On s'aperçoit de sa mortalité et on se dit qu'on n'a plus de temps à perdre en déloyauté ou bien en subterfuge. On se dit, je suis plus cette personne. À table, Cathy annonce sa volonté à Harry de ne plus faire de cadeaux à son mari. Le protagoniste accueille avec appréhension la nouvelle. Le Don Juan s'apprête à se faire solidement ficeler par sa maîtresse. Harry prétexte avoir de la compassion pour Osborne pour mieux fuir le débat. Tant que c'est d'Ozzy et pas de toi qu'il est question. Évidemment que nous parlons d'Ozzy. Tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi, mon amour, je suis fou de toi. Pour mieux se tirer du guêpier dans lequel il vient de se fourrer, il prétexte la négativité de madame pour quitter l'appartement avec son équipement de sport. Dans sa voiture, il s'empresse d'appeler sa femme à l'aide. Chérie? Oh, je suis content d'entendre ta voix, tu sais. Quelque chose ne va pas, Harry? Non. C'est... Dis, tu veux pas revenir? Un peu plus s'ennuyer. Apprenant que sa femme le quitte, Harry se comporte en enfant abandonné ne sachant plus où marcher et démontant sa machine à tringlerie.
Outre sa peur de la réaction féminine, il se réfugie dans un besoin d'épater son monde. Lorsqu'un invité d'une réception demande l'activité professionnelle de sa femme, Harry répond à sa place et tire la couverture à lui. Il rit et se met sans cesse en avant. Se rasant devant la glace, il soigne son apparence pour se préparer à séduire au restaurant sa nouvelle conquête. Son sourire exagéré dénote le comportement d'un séducteur appliquant son programme à la lettre. Narcissique, il réalise le même coup auprès de Linda. Waouh, salut! Il se vante avoir mis au point une machine étonnante. Harry témoigne une autosatisfaction confondante. Il mise sur son endurance physique pour montrer à sa maîtresse ses performances. Faut que j'en fasse 8 au moins. 8.3, ça me va. Je vais pâter que tu trouves encore l'énergie. Tu rigoles ou quoi? Fais le tour, si t'as 5 minutes, on fait en arrière. T'es dégoûtant. Je veux dire, à l'arrière de la voiture, pas derrière. Bon Dieu. Après chaque rapport sexuel, Harry ne pense qu'à la course. Je devrais aller courir. Dans l'appartement de Linda, il remarque tout de suite le parquet. Alors, le patron a fini par foutre Gary Burger dehors, c'est joli. C'est du pain blanc laminé? Je crois, oui. Oh. Lorsqu'il ressent une phase de déprime, il demande à Linda. Je vais m'améliorer. Il faut juste que je fasse de l'exercice. T'aurais pas un vélo d'appart ou des poids? Harry se distingue aussi par son sens de la parole à la sincérité douteuse. Il laisse entendre aux femmes ce qu'elles ont envie d'entendre. Face à sa femme se préparant à quitter la ville pour raisons professionnelles, il lui dit qu'il est fou d'elle, tout en la trompant avec une autre. Au restaurant avec Linda, il se vante de ses exploits d'agent secret. Une fois arrivé chez lui, il lui fait croire que sa femme va déménager. Beau parleur, il s'arrange quelque peu avec la vérité. George Clooney incarne en somme un homme vantard ayant peur de tout. Hypocondriaque, paranoïaque, obsédé par le sport, ayant une profonde crainte du comportement féminin, Harry tente de se convaincre que son baratin et son narcissisme lui permettront de conserver le contrôle sur sa vie. Au contraire, le ressort comique du personnage repose sur l'idée qu'il ne maîtrise rien. En 2016, les frères Coen collaborent une 4e fois avec George Clooney sur le tournage d'Ave César. Depuis leur dernière rencontre avec le comédien, les cinéastes se sont moqués de leur propre jeunesse dans A Serious Man, ont réalisé le remake de 100 $ pour un shérif et dépeint les déboires d'un musicien de folk malchanceux dans Inside Llewyn Davis. En 2013, il remporte le prix de la mise en scène au Festival de Cannes pour le dernier long métrage cité. Quant à George Clooney, il poursuit sa carrière de réalisateur avec Les Marches du Pouvoir et Monuments Men. Il est à nouveau nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour In the Air et The Descendants. Le comédien solidifie son statut d'acteur dramatique incontournable à Hollywood. Avec Ave César, les frères Coen dressent un portrait volontairement caricatural de l'industrie hollywoodienne des années 50. Derrière la farce se dissimule pourtant une certaine tendresse pour une époque révolue du cinéma américain. En compagnie d'une riche galerie de personnages hauts en couleur, nous pénétrons à l'intérieur des coulisses du tournage des superproductions. Les cinéastes s'amusent à parodier les grands genres cinématographiques que sont le film noir, la comédie musicale, le western ou encore le péplum. Ainsi, nous suivons les difficultés rencontrées par un producteur interprété par Josh Brolin, un acteur de western tentant de jouer dans une comédie musicale, ou encore une icône du film musical travaillant au service de l'Union soviétique. Parmi ces personnages se trouve le comédien confirmé Baird Whitlock, incarné par George Clooney. À travers ce personnage, les frères Coen dépeignent la psychologie grandiloquente d'une star de la comédie. Baird Whitlock, à l'instar d'Harry dans Burn After Reading, occupe une fonction complémentaire. Sur le tournage d'un péplum à gros budget, Baird arrive sur le plateau dans la peau d'un Romain nommé Antonicus. Heurtant avec son épée un figurant tenant une lyre, il se lance dans une tirade comique. S'apprêtant à boire un verre, il rit aux éclats avec une telle démesure que nous nous interrogeons sur la crédibilité de son interprétation. Il n'enverrait pas la 6e Légion dans ce trou perdu en plein désert. La Palestine. On continue jusqu'au fondu. On rit toujours. Toujours. Et coupé. Baird surjoue. En salle de projection, le producteur Eddie Mannix regarde les rushs de Whitlock dans Ave César. Face au Christ sur la croix, il mime la surprise avec des expressions faciales exagérées.
Whitlock en fait des caisses et son producteur le trouve formidable. Sur le tournage, Baird y met tout son cœur pour prouver sa bonne foi. Une vérité qui ne serait pas dite en mots, mais en lumière. Une vérité que nous verrions si seulement... Si seulement... Nous avions... Coupez la foi, si nous avions la foi. La foi. La foi, nom de Dieu de merde, bon Dieu de merde, c'était pas... Ils l'ont changé. T'es presque au bout. Pas grave. Bon, allez. On peut m'éponger, je suis comme un porc. Bordel de merde. La tirade émouvante vire au fiasco. Whitlock, promis à un futur Oscar, se heurte à un trou de mémoire. La prise parfaite attendra. Pourtant, Baird représente une icône de l'industrie. Lorsque le producteur Eddie Mannix prononce son nom devant une commission religieuse, celle-ci approuve le choix du comédien et le considère comme une star incontournable. Baird raconte des anecdotes sur son ami Clark Gable. Passe la nuit, et là je sens quelqu'un qui me secoue et je me réveille et c'est Clark. Et il dit, eh bien, elle a pris les clés, alors je crois qu'on rentre à pied. Ça remonte à avant que Gable soit Gable. Il évoque une aventure avec le comédien Danny Kaye. C'est ce qui m'est arrivé quand je suis allé à Reno avec Danny Kaye qui m'a demandé de lui raser les épaules. C'est exactement pareil. Ce que je me dis, c'est à qui ça profite. Bon, attention, un truc à savoir, tout le monde prend Danny pour un connard. C'est pas vraiment un connard. Connard, c'est juste la théorie qui génère sa propre anti-théorie. Enfin bref, on est là, Danny et moi je me demande ce que je fous avec un rasoir à la main. Et il dit que c'est Norman qui lui demande pour un film. Mais je dis qu'Anova est là, et elle connaît Norman. Elle dit, Danny ne fait pas de film avec Norman Torog, il veut juste que tu lui rases le dos. Et c'est lui qui bénéficie. L'enjeu du long métrage consiste à détourner le représentant du système hollywoodien en symbole de l'opposition. Si Baird surjoue, il s'inquiète de sa performance auprès du metteur en scène. Lisant sérieusement le scénario, il s'offusque que le mot passion ait été remplacé par celui d'ardeur. Kidnappée par des figurants communistes, la star hollywoodienne participe à une réunion d'auteurs d'extrême gauche. Il ne comprend pas ce qui se passe. Quel genre de réunion c'est, demande-t-il. Habillé en romain, il prétend ne pas être très porté sur l'étude de l'histoire. Au début des années 50, le sénateur Joseph McCarthy traque les communistes aux États-Unis. Une liste noire dresse le nom des membres de l'industrie hollywoodienne à exclure de tout emploi. Baird Whitlock, la star appartenant au système hollywoodien en vigueur, reçoit des enseignements communistes. D'abord acteur au service du capital, il finit par se laisser séduire par l'idéologie marxiste. Lorsque le comédien de western Hobie Doyle retrouve sa trace, ce dernier l'attend tranquillement, assis sur un fauteuil en dégustant un cocktail. T'es communiste aussi ? Il reconstitue sa vie de privilégié tout en s'affirmant le défenseur du petit gars exploité par le capital. S'entretenant avec le producteur Eddie Mannix à son bureau, il vante le capital de Marx et soutient l'idée que les studios ne représentent que des instruments du capitalisme. Mannix semble peu apprécier le sérieux de l'acteur, reconverti en intellectuel communiste. Le studio fait des films pour servir le système. C'est ça, sa fonction. C'est à ça qu'on sert ici. Giflé à de multiples reprises, il quitte la pièce comme un enfant grondé par son père. Les frères Cohen se moquent de la figure de l'acteur, donnant des leçons de morale, alors que son métier consiste à divertir le public. Le comique de George Clooney réside dans ses réactions outrancières devant la caméra, contrastant avec son sérieux d'intellectuel pensant avoir tout compris des manipulations du système des studios. Ce contraste entre le surjeu de l'acteur et la posture morale de l'artiste politisé constitue une des clés de compréhension du personnage de Baird Whitlock. Sa drôlerie se nourrit de cette contradiction entre l'exubérance du jeu et le sérieux de l'interprète se prétendant grand intellectuel. Dans les 4 œuvres étudiées, nous pouvons distinguer plusieurs points communs unissant les personnages interprétés par George Clooney. Tous se montrent préoccupés de manière quasi maladive par leur apparence. Ulysse passe son temps à se recoiffer avec de la gomina dans O Brother. L'avocat Miles Massey observe dans le miroir sa parfaite dentition dans Intolérable cruauté. Harry répète son sourire de charmeur pour séduire dans Burn After Reading. Baird Whitlock s'inquiète de sa prestation d'acteur dans Ave César. En digne successeur de Cary Grant, Clooney tourne en dérision son image de tombeur de ces dames par un débit incessant de paroles, un art de l'anecdote et le récit d'histoires rocambolesques. Chaque personnage tente de philosopher à sa manière. Si certains, comme Ulysse ou Miles Massey, se comportent en escrocs, l'enfant finit toujours par rejaillir derrière le cynisme apparent.
Ulysse se déguise en chanteur afro-américain à la fausse barbe et amuse sur scène le public. Miles Massey, amoureux d'une séductrice, regarde sa promise le quitter comme un petit garçon délaissé. Harry exprime son désespoir d'être quitté par sa femme en ne sachant plus où marcher. Bert quitte le bureau de son producteur en adoptant le comportement du fils grondé par son père. Derrière le perpétuel besoin d'occuper le centre de l'attention, chaque personnage essaie de dissimuler ses faiblesses. Là réside la force de l'interprétation de George Clooney à l'écran, adopter des postures et des expressions grandiloquentes pour mieux dissimuler ses véritables émotions. Le physique de l'acteur tente de cacher la faiblesse émotionnelle de ses personnages. Le surjeu devient le révélateur d'une émotion que l'on souhaite réprimer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.